à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres de votre nouvelle édition de la semaine. Nous ouvrirons avec un large volet consacré à la 27e session du CIO qui se tient en Principauté. Nous continuerons avec l'inauguration du village de Noël qui a ouvert ses portes ce vendredi soir. Nous reviendrons sur la nouvelle édition du Téléthon. Vous allez voir une Principauté mobilisée comme à chaque fois. Nous parlerons de l'exposition universelle de Milan avec un nouveau partenariat. Et pour finir, place à la musique avec la 16e finale du concours international de solistes de jazz. C'est l'événement de la semaine en Principauté, la 127e session du Comité international olympique. Elle a débuté ce lundi au Grimaldi Forum, mais avant l'ouverture des débats et la validation de l'agenda 2020, retour sur la cérémonie d'ouverture avec Émilie Rousseau. 21 ans après avoir accueilli la 101e session, Monaco est de nouveau un point de rendez-vous pour la famille olympique. Près de 750 personnes se sont réunies dimanche dans la salle des Princes pour assister à la cérémonie d'ouverture de la 127e session du Comité international olympique. Une cérémonie en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, du président du CIO Thomas Bach, ainsi que les membres du Comité olympique. Après les hymnes olympiques et monégasques interprétés par les chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo, le prince souverain a tenu à rappeler combien la Principauté était particulièrement fière d'avoir été choisie pour accueillir cette 127e session, tout en soulignant les liens forts qui unissent Monaco et le mouvement olympique. La tenue de cette session dans mon pays constitue un témoignage supplémentaire de confiance et de partage de ces valeurs et des liens forts qui unissent Monaco au mouvement olympique. Ceci remonte à 1907 avec la création du Comité olympique monégasque, puis notre première participation à des Jeux olympiques en 1920. La troisième date importante fut l'organisation à Monaco en 1927 de la 24e session du CIO, grâce au comte Gauthier Vignal et avec le soutien de mon arrière-grand-père, le prince Louis II, et puis d'autres membres du CIO, de ma famille. Mon grand-père, le prince Pierre, puis mon père, le prince Régnier III, furent membres du CIO. La tradition olympique est donc une réalité en Principauté. Thomas Bach s'est exprimé à son tour. Il a insisté sur l'importance de cette session durant laquelle les membres du CIO se prononceront sur les 40 mesures de l'agenda olympique 2020. Le président du CIO est également revenu sur l'engagement de la Principauté et du prince Albert II dans l'organisation de cette session, mais aussi au sein du Comité international olympique. Il ne pouvait y avoir d'autre plus emblématique pour cette session extraordinaire du Comité international olympique que notre cher collègue et ami, Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco. Ayant participé à 5 éditions de Jeux olympiques en tant qu'athlète et aujourd'hui chef d'État, il incarne l'esprit même de l'agenda olympique 2020 qui vise à sauvegarder les valeurs olympiques et à renforcer le sport dans la société. Pour cela, je tiens beaucoup à remercier le prince Albert pour son invitation, ainsi que toute son équipe du Comité olympique monégasque pour son organisation efficace et son très chaleureux accueil ici à Monaco. Merci bien, Monseigneur. Avant de se pencher sur l'agenda 2020, les membres du CIO ont pu admirer le spectacle des ballets de Monte-Carlo qui présentait Vers un pays sage, ballet créé en 1995 par le chorégraphe Jean-Christophe Maillot en hommage à son père. Et vous venez de le voir, la famille olympique est réunie au Grimaldi Forum. Cette 127e session du CIO revêt plusieurs enjeux, dont le principal est l'adoption de l'agenda 2020. Un agenda approuvé à l'unanimité ce lundi. Un reportage d'Émilie Rousseau. Après une année de débats et de consultations, la journée de lundi était une journée de décision pour l'avenir du mouvement olympique. 15 mois après son élection à la tête du Comité international olympique, Thomas Bach présentait sa feuille de route, son agenda 2020 qui rassemble 40 mesures. Les membres du CIO ont examiné point par point les recommandations des différents groupes de travail, ainsi la procédure de candidature à l'organisation des Jeux, la création d'une chaîne de télévision olympique
où l'élaboration d'un programme basé sur des épreuves plutôt que sur des sports ont été passés à la loupe. Initialement prévu sur 1 journée et demie, le vote de cet agenda aura été conclu dès le premier jour de session. Vous avez vu qu'il y avait 83 interventions et ça après une discussion qui a duré plus d'1 an. Mais c'était tout très constructif et je sais aussi que quelques membres ont fait des compromis en votant pour certaines recommandations. Mais ça montre la détermination des membres du CIO et ça montre que pour eux, un intérêt individuel pour leur sport ou pour eux-mêmes, ça ne compte pas tellement. Ils sont tous respectés aussi l'intérêt du mouvement olympique et c'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour le membre du CIO. Le prince Albert II, président du comité olympique monégasque et membre du CIO, a bien évidemment pris part à cette session. Le souverain aura d'ailleurs présidé un groupe de travail, celui portant sur la durabilité et l'héritage, ou comment placer la durabilité environnementale au cœur de tous les aspects de l'organisation des Jeux olympiques. Une priorité pour le prince Albert II, président de la commission sport et environnement du CIO, qui aura notamment travaillé sur ce sujet avec Sergueï Boubka et Tony Estanguet. J'ai adoré effectivement participer à ce groupe de travail avec le prince Albert II. C'était assez impressionnant pour moi d'être à ses côtés pour essayer d'apporter mon expérience et mes idées, notamment sur la durabilité du sport. Je crois énormément à ce côté-là. J'ai une relation particulière avec les sports de nature. Ça a été mon quotidien pendant 20 ans. Je sais combien il est important de préserver notre environnement pour pouvoir continuer à pratiquer le sport dans de bonnes conditions. On partage, je crois, ces valeurs-là avec le prince Albert II. Donc voilà, moi j'ai adoré ça. Je l'ai accompagné ensuite sur une assemblée générale des Nations Unies sur la thématique de l'environnement. Donc pour moi, ça a été vraiment très formateur et aujourd'hui, je trouve que le bilan qui est fait est assez, une fois de plus, prometteur. Les recommandations de ce groupe de travail ainsi que toutes les autres ont été approuvées à l'unanimité par l'ensemble des membres du CIO. Un moment très important pour le comité et pour l'avenir du mouvement olympique. Et toujours dans le cadre de cette 127e session du CIO, une soirée était organisée ce vendredi en l'honneur du président du Comité international olympique et des membres de la commission exécutive du CIO. Un dîner qui s'est déroulé en présence du souverain au Yacht Club de Monaco. Ouvrant un chapitre festivités de fin d'année à présent avec le village de Noël qui a ouvert ses portes ce vendredi soir. À l'occasion de cette inauguration, les membres du conseil communal étaient entourés du souverain ainsi que de plusieurs personnalités de la principauté. Alexandra Pani vous propose un tour d'horizon des différents chalets cette année. Ce village est devenu un incontournable des fêtes de Noël. Petits et grands attendent avec impatience l'arrivée des chalets en bois qui regorgent d'idées cadeaux ou de gourmandises. Cette année, le public pourra découvrir plus d'une 50aine de stands ainsi que 4 manèges, tous décorés sur le thème de Noël par-dessus les toits. C'est une ambiance que nous avons voulu bien entendu festive et pour que toutes les personnes qui viennent sur ce village puissent découvrir ces scénographies qui sont disposées donc sur les chalets. Et tout au long de ce village, une histoire sera racontée avec des thèmes différents, hein, puisque vous avez pu le remarquer, nous avons un petit peu toutes les régions du monde qui sont évoquées. Et bien entendu, les commerçants qui participent à ce village se sont accordés sur ce thème. Donc tout le monde s'est mis sur ce thème de Noël par-dessus les toits. Le coup d'envoi a été donné vendredi dernier par le maire Georges Marsan en présence du souverain et de nombreuses personnalités de la principauté. 28 chalets sont consacrés au commerce de bouche, alors que les 26 autres proposent des décorations, des bijoux ou encore des gadgets pour soi ou à offrir. Faire plaisir déjà aux enfants parce que il y a beaucoup de sujets qui représentent le Père Noël et puis naturellement pour les grands parce que nous avons des bouchons Père Noël, nous avons des beaux petits sujets qui font plaisir et qui sont à des prix attractifs. Des pistolets. Donnez-moi un ciseau. Un pistolet. 17 €. C'est bon, donnez-moi. Juste un petit sachet comme ça, sinon vous avez des caisses. Je mets les outils que vous voulez, je l'emballe comme ça. On peut les refaire. Ils sont au chocolat, ils sont très bons. Quand on en a marre de bricoler, on peut les manger. Voilà, c'est ça l'avantage. Et je suis nouveau ici cette année.
C'est des chocolats qui viennent de Suisse et je suis le représentant français. Je fais des foires expo et des marchés de Noël et je suis ici pour la première année. Les mercredis, les week-ends et tout au long des vacances scolaires, de nombreuses animations gratuites sont proposées aux plus petits. Ateliers créatifs, spectacles de marionnettes et même une chasse au trésor avec Astérix et Obélix. Mais afin d'offrir cet univers féerique au public, le conseil communal doit y travailler bien en amont. Au niveau des préparatifs, ça commence à partir du mois de janvier où on fait un appel à candidature pour les décors. Donc le thème est choisi en fonction de l'inspiration. On essaie de voir un petit peu ce qui a plu, ce qui a été fait et les nouveautés qui se font un peu dans les autres villes et dans les autres pays. Donc une fois que cet appel à candidature est fait et qu'on a sélectionné l'entreprise qui va nous faire les décors, donc là on commence un peu à travailler sur les dessins, les différentes subtilités qu'il va y avoir, les surprises qu'on peut faire, les nouveautés. Et à partir du mois d'août, les décors commencent à vraiment prendre forme, à être créés dans les ateliers de l'entreprise sélectionnée. Et vraiment la mise en place commence à partir du mois de novembre. Dès que la foire s'en va, on investit les lieux et les décors commencent à se monter tout doucement. Depuis vendredi, la piscine du Stade Nautique a laissé place également à la patinoire. Le public pourra profiter des animations du village de Noël jusqu'au dimanche 4 janvier. La patinoire, quant à elle, sera ouverte jusqu'au début du mois de mars. La place du Casino a également revêtu son habit de lumière comme chaque année et malgré les travaux en cours, les festivités se sont poursuivies. Dans une ambiance féerique, les illuminations des décorations de Noël avaient lieu ce lundi soir en présence de la chanteuse Shirley Bassey, accompagnée des pilotes de rallye Gilles Panizzi et Daniel Elena. Et à l'approche de Noël, vous avez peut-être fait partie de ces courageux qui ont su braver le mauvais temps samedi afin d'afficher leur soutien au Téléthon. Cette année encore, la principauté a su se montrer généreuse. Patricia Navarro vous en dit plus. Ils sont fidèles à la cause. Chaque année, des dizaines de bénévoles se mobilisent autour de Philippe Boisbouvier pour proposer de nombreuses activités permettant de récolter de l'argent en faveur du Téléthon. Et il leur a fallu beaucoup de courage cette année en raison des mauvaises conditions météo. Malgré le vent et la pluie, tous ont répondu présents, au premier rang desquels les hommes de la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco. Bravant les intempéries, ils ont tout de même proposé l'animation qui remporte tous les suffrages, la montée au sommet de la grande échelle. On défend la cause par rapport à toutes ces maladies, qui sont orphelines ou non, et donc on profite de cet événement pour récolter des fonds pour ces enfants. Malheureusement, par manque de place, on n'utilise que la grande échelle, donc c'est un atelier de monter et descendre au moyen de l'échelle. Et puis le petit fil rouge, c'est d'accrocher un ballon jusqu'où on peut monter. Et alors là, malgré la pluie, vous avez quand même de valeureux candidats qui se succèdent. Ce sont plutôt des enfants ou non? Pas seulement. Il y a tout âge, alors essentiellement majorité enfants, mais il y a aussi des adultes, aussi bien les mamans que les papas, même les grands-parents s'y prêtent au jeu, donc il n'y a aucun souci. C'est pour tout le monde. À l'abri, sous une tente, mais pas vraiment au chaud, l'association des parents d'élèves de Monaco, elle aussi, a montré l'exemple en se mobilisant pour le Téléthon. Une grande collecte de vêtements et de jeux a permis de monter un grand stand. C'est un engagement très important parce que grâce aux dons de tous les parents dans les écoles que nous avons été récupérés, donc que vous voyez ici, vêtements, objets de puériculture et peluches, nous participons donc à ce Téléthon et nous espérons faire mieux que l'année dernière puisque nous avions quand même récolté une somme de 3 200 € en vendant des petits objets à 1-2 €. Chaque année, eux aussi sont présents. Les propriétaires de belles carrosseries offrent des tours de voiture aux petits et grands fans de bolides. Le tout sous la houlette de Monique, fidèle au Téléthon depuis 10 ans. Nous avons de charmants clients, nous tenons un garage et on en a parlé avec eux. Ils se sont proposés pour faire des tours en Ferrari pour le Téléthon, tout simplement, et ça a bien marché. Ça fait 10 ans que ça fonctionne bien. Ils payent leur assurance exprès pour ce jour-là, ils mettent de l'essence, le plein d'essence, ils font les tours en Ferrari, quand il n'y a plus d'essence, ils en remettent, ils sont là jusqu'au soir et tous les sous vont pour le Téléthon. À ces activités et stands sont également venus s'ajouter des spectacles contribuant à l'ambiance conviviale et solidaire qui se dégage toujours du village du Téléthon. Le prince Albert II, lui aussi, s'est rendu sur place pour apporter son soutien à la manifestation. Ce n'est qu'au printemps prochain que l'on connaîtra très exactement le montant total des fonds récoltés en principauté. Traditionnellement, la somme est un petit peu plus supérieure à celle des promesses de dons effectuées lors des 30 heures que dure le Téléthon.
Toujours place à la générosité avec la 45e kermesse œcuménique qui avait lieu ce week-end sous le chapiteau de Fontvieille. Plus de 20 stands étaient présents afin de financer les bonnes œuvres de la St. Paul's Church ainsi que de l'Église réformée de Monaco, la Société Saint-Vincent de Paul, l'Association britannique de Monaco, la communauté espagnole et la paroisse grecque orthodoxe. Tout autre registre à présent, nous vous en avons déjà parlé, l'exposition universelle de Milan aura lieu du 1er mai au 31 octobre 2015. Le pavillon monégasque présentera des œuvres de Philippe Pastor. Fabien Bonilla était présent lors de la signature de ce nouveau partenariat. Un partenariat entre Monaco Interexpo et l'artiste monégasque Philippe Pastor vient d'être signé au Palais Princier en présence du souverain, de son conseiller Richard Milanesio, du conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et du commissaire général du pavillon de Monaco. Le thème de l'Expo de Milan, c'est « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». C'est un thème qui nous amène à parler de tout ce qui concerne le développement durable, un thème qui est cher à notre souverain et qui est indispensable pour l'avenir de la planète. Au travers de ce thème, nous allons faire appel à un artiste monégasque qui va justement illustrer ce thème et qui va également nous montrer un certain nombre de ses réalisations. Il est très concerné lui-même par tout ce qui concerne le développement durable, le rapport à la nature, et donc c'est quelque chose qui va véritablement illustrer notre message et le souligner à destination du public. On le voit bien sur la maquette du pavillon de Monaco, le travail sur des arbres calcinés de Philippe Pastor sera exposé à l'extérieur du pavillon. J'ai commencé à faire des arbres en 2003, après les événements du Var, les incendies catastrophiques qu'on a eu dans le Var. Bon. J'ai ramené des troncs d'arbres que j'ai récupérés dans la forêt, dans mon atelier. Pendant un bon moment, je me suis demandé qu'est-ce que je vais en faire. Et puis je les ai alignés comme ça contre un mur et je me suis dit, tu vas tout simplement les mettre là, les dresser. Si pour l'instant, le pavillon de Monaco d'environ 1000 m² n'est encore qu'à l'échelle d'une maquette, les travaux viennent de débuter, notamment les fondations. L'exposition universelle de Milan ouvrira ses portes le 1er mai. Et dans le reste de l'actualité, rappelez-vous, la 83e Assemblée générale d'Interpol avait lieu en principauté il y a quelques semaines à peine. Une réception était organisée à la résidence du ministre d'État ce vendredi soir, l'occasion de remettre l'accent sur l'importance de la coopération policière et des alliances entre pays. Quittons la résidence du ministre d'État pour regagner la résidence de l'ambassadeur d'Italie. Vous le voyez à l'image, des insignes de grand officier de l'ordre de Stella d'Italia ont été remis à Philippe Narmino et Jacques Boisson. La paix soit avec vous. Et en ce 8 décembre, comme chaque année, était organisée la messe de l'Immaculée Conception à la cathédrale de Monaco. Cette célébration a depuis été suivie par une procession. Place à la musique pour terminer ce journal. La 16e finale du concours international de solistes de jazz s'est déroulée récemment au Théâtre des Variétés, un concours organisé par l'Académie de musique Régnier 3 avec le soutien de la SACEM Monaco. Fabien Bonilla revient sur cette soirée. 47 au départ, venant d'une vingtaine de pays, quel que soit l'instrument, pour finir lundi soir, pour la première fois, par 3 pianistes pour cette 16e finale du concours international de solistes de jazz. Alors, c'est des pianistes, même s'ils ne sont pas connus sur la scène internationale, c'est des pianistes qui ont déjà une belle carrière, ils sont jeunes, ils ont déjà enregistré leur propre CD, ils tournent avec leur groupe, ils ont déjà un niveau professionnel très avancé. Les 3 candidats sélectionnés ont présenté pendant 20 à 30 minutes chacun leur interprétation de 3 standards du jazz. Après tirage au sort, Gauthier Toux de Lausanne a débuté le bal, suivi par l'italien Giuseppe de Gregorio, pour finir par le français Guillaume Cherpitel, sous le regard et surtout l'oreille attentive du jury. Il faut que ça me touche, techniquement, musicalement, l'interprétation, l'investissement, et puis aussi la cohésion avec les 2 musiciens qui les accompagnent et qui ne connaissent absolument pas. Ils les ont vus pour la première fois hier soir. Donc c'est ceux qui arrivent à s'intégrer dans ce groupe
et avec toutes les qualités que j'ai énumérées auparavant. Après un délibéré, c'est le Français Guillaume Cherpitel qui a remporté la 16e finale du concours international de solistes de jazz. Il est reparti avec 2 000 € et également le prix du public. C'est un peu un rêve, tout simplement. C'est l'aboutissement de quand même pas mal d'années. Comme je vous le disais juste avant, j'y croyais pas forcément dans le sens où il y a beaucoup de gens sur Terre qui jouent bien. Je suis pas le plus jeune. Il y a des critères, des fois de jeunesse, etc. Mais je suis vraiment ravi et ça me relance vraiment encore plus dans ce monde compliqué qu'est le jazz, surtout pour des gens pas très connus, entre guillemets. Donc voilà, je suis comme un poisson qui frétille dans l'eau là. Cette soirée s'est achevée par un concert d'élèves du département de jazz et musique actuelle de l'Académie de musique. Vous l'avez certainement remarqué, les températures ont véritablement baissé ces derniers jours. Voici donc les prévisions météo. Mercredi, prolongement d'une période agréable avec des températures allant de 10 à 14 degrés. Jeudi, toujours une belle journée en perspective avec un mercure légèrement en hausse par rapport à la veille. Vendredi, beau temps toujours avec un thermomètre allant de 12 à 16 degrés. Et enfin samedi, un début de week-end plutôt nuageux avec une maximale de 13 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez les films projetés cette semaine en salle avec le magazine Cinéma signé José Sacré. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.